Je vais essayer de résumer un petit peu tout ce qu'on peut dire, mais la question est large et elle fait l'objet d'ateliers cet après-midi. Je vais essayer de brosser un peu la réponse qu'on a essayé d'y apporter, parce que c'est une réponse qui n'est pas que dans les mains d'un avocat. L'erreur, ce serait dans cette situation-là de tout confier à l'avocat et puis de ne plus s'en occuper. La première chose pour défendre, c'est d'abord d'apprendre à se défendre et de se saisir de justice, de ces questions de répression, de s'informer sur les procédures et d'essayer de se former à ce que peut être sa propre attitude face à la justice, face à la police. C'est très important parce que dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, jusqu'aux Gilets jaunes, en tout cas moi personnellement, j'avais souvent l'habitude de défendre des gens que je connaissais souvent par ailleurs, qui avaient une habitude de ces questions-là, qui s'étaient formés, qui étaient venus à des réunions, et voilà, ils savaient que face à la police, il ne faut pas parler, qu'il faut garder le silence en garde à vue, qu'il faut faire ci, qu'il faut désigner quelqu'un, etc., etc. Les premiers Gilets jaunes que j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer en garde à vue, c'était leur première manif. Il n'y avait pas forcément au départ d'hostilité vis-à-vis de la police, et la police n'avait d'ailleurs pas forcément d'hostilité vis-à-vis d'eux. J'ai parfois eu l'impression d'avoir un tapis rouge, ce qui m'était jamais arrivé, pour aller visiter des gens en garde à vue. Ils étaient plutôt appréciés. Il y avait des policiers qui disaient clairement qu'ils portaient eux-mêmes le gilet jaune, etc., sur des ronds-points et tout ça. Ça s'est vite terminé. Hein, très, très rapidement, en quelques semaines, ça a été fini. Voilà, maintenant on est dans un rapport normal, qui a toujours été le cas, mais les Gilets jaunes du début n'avaient pas du tout de formation par rapport à ça. Et donc la tentative de parler, de dire, ils sortaient de garde à vue en disant, mais non, j'ai pas pris d'avocat parce que je suis innocent. Donc j'ai désigné personne, et on découvre après que voilà, ils parlent beaucoup, et petit à petit, ils commencent à intégrer on va dire, un certain nombre de bonnes pratiques, je vais appeler ça comme ça, mais qui sont les conseils essentiels qu'on donne aux gens qui manifestent aujourd'hui, de se faire en garde à vue, de désigner un avocat, de crier le nom éventuellement d'un avocat quand on voit quelqu'un se faire interpeller, de demander à la personne comment elle s'appelle, etc., etc. Toutes ces choses-là qui ont été formulées dans le cadre de la constitution des legal teams, un peu dans chaque ville, même si aujourd'hui on les retrouve surtout dans les grosses villes, et que c'est assez compliqué à mettre en place pour des questions qui tiennent aussi au nombre d'avocats, alors parfois leur origine sociologique quand même toujours assez homogène, et qui fait que parfois il y a des villes, des petites villes dans lesquelles il n'y a pas encore de legal team, et voire même de départements. Je pense à la Meuse et aux problèmes de Bure vis-à-vis de la défense des gens, où voilà, il faut venir de très loin pour défendre des gens aujourd'hui à Bure, parce que les quelques avocats qui sont sur place n'entrent pas, ne souhaitent pas adhérer à ce qui a été mis en place, aux legal teams, aux défenses collectives, etc. Donc, dans chaque ville a été créé ça. Je vais peut-être vous parler un peu de ce mouvement qui est très important pour nous, qui est très important pour les confrères et les consoeurs avec qui on a initié ce mouvement de réunion des legal teams en France, partant de l'idée qu'aujourd'hui, une personne qui n'a pas les moyens de désigner son propre avocat qu'elle va payer par ses propres moyens, en garde à vue, il n'a pas le choix de son avocat. Il prend l'avocat comme d'office, et c'est au petit bonheur la chance, sa défense va être une défense qui va changer d'avocat entre la garde à vue et la comparution immédiate, ou le reste. Il n'y aura pas le même avocat qui va suivre les choses, alors que, et c'est un premier constat, on défend beaucoup mieux les gens. Au plus tôt on est saisi du cas dès la garde à vue, au mieux on va réussir à défendre les gens. Et les procédures judiciaires, là, pour laminer les gens, elles jouent beaucoup sur cette rapidité, la rapidité de la réponse pénale, le traitement en temps réel, etc. La garde à vue qui suit la comparution immédiate, voire même voilà, le petit juge délégué à 17h, quand on ne peut plus faire une comparution immédiate, on aura la casse-prison le soir à l'issue des 48 heures de garde à vue, et on sera présenté seulement le lendemain en comparution immédiate. Enfin, toutes des petites subtilités qui fait qu'on va vraiment jouer sur la rapidité de la procédure pour accentuer les répressions, puisque en comparution immédiate, ça colle toujours plus fort traditionnellement que, évidemment, quand on est jugé longtemps après les faits, qu'on a eu le temps de préparer sa défense, etc., etc.
Le constat était venu de là. Il a fallu organiser assez vite les choses. Ça existe depuis longtemps à Paris. Je ne sais pas si quelqu'un en parlera tout à l'heure de cette anti-rép, donc des mouvements anti-répression parisiens, lillois, mais il y en existe aussi à Toulouse, etc. Mais le but du jeu était de faire circuler au cours des manifestations et parfois ailleurs, dans d'autres mouvements, dans des mouvements par exemple de grève d'usines, de blocage d'usines, etc., de lieux de travail, le nom d'un avocat qu'on peut désigner si on se fait interpeller et d'ensuite, très tôt, organiser la défense, éventuellement comparution immédiate, mais pas que, aussi dans des procès ultérieurs, pour prévenir tout ça. Évidemment, ça soulève toujours des questions. Et la question, c'est surtout quelle va être notre attitude face à la justice? Est-ce qu'on va jouer le jeu, par exemple en comparution immédiate, des garanties de représentation et dire cette personne, elle a des garanties de représentation, si elle en a, elle va pouvoir demander un délai pour préparer sa défense, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez le choix en comparution immédiate de refuser la comparution immédiate, de demander un délai d'être jugé plus tard, et dans ce cas, on va se demander qu'est-ce qu'on fait de vous? Est-ce qu'on vous met en prison, ou est-ce qu'on vous laisse sous contrôle judiciaire, ou même carrément jouer? Et donc si vous apportez au juge ce qu'il attend, il y a des garanties de représentation, mais pas que, le risque de réitération et tout ce qu'il a, etc., donc le casier judiciaire va jouer, mais si vous apportez les garanties de représentation, vous jouez le jeu de la comparution immédiate. C'est-à-dire qu'il y en a certains pour qui vous allez pouvoir les avoir, et puis il y en a d'autres pour qui vous ne les aurez pas, parce que tout le monde n'a pas de garantie de représentation. En gros, la garantie de représentation, c'est un logement stable, éventuellement un travail, une vie de couple, des enfants, je ne sais pas, tout ce qui peut vous faire rentrer dans la catégorie bon citoyen normal, qui va venir à son procès la prochaine fois, qui ne va pas recommettre d'autres infractions parce qu'il n'y a pas de raison de penser que, etc. Mais si vous n'êtes pas dans cette catégorie, vous serez dans votre élan. Là, à partir du moment où on se dit qu'on va construire une défense qui est collective, on ne va pas défendre des gens individuellement, on va défendre un mouvement social, on va défendre des gens qui sont collectivement interpellés, on va les défendre de façon collective. La question va se soulever à un moment de si on a dans la même audience qu'on est garanti de représentation et d'autres qui n'en ont pas, qu'est-ce qu'on fait? Et la réponse, elle va souvent être individuelle, parce que ce n'est pas nous qui allons décider pour la personne, c'est la question, elle va être posée à la personne. D'où l'intérêt dès en amont de se poser la question, quelle est, moi, mon attitude face à la justice, quelle est mon attitude face à la police? Je vais apprendre des bonnes pratiques face à la police, mais après, face à la justice, comment je vais me présenter? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je veux lui dire? Qu'est-ce que je veux faire dans mon procès? Etc., etc. Et là, l'avocat, il est secondaire par rapport à ça. Il est vraiment secondaire par rapport à cette défense politique-là. Il est celui qui peut aider à la préparer, à la mettre en place, mais la première décision qu'il y a à prendre, c'est celle de la personne. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment faire? Et la défense collective qu'on essaye de construire, elle s'adresse à des gens qui veulent construire collectivement ça et réfléchir collectivement à comment est-ce qu'on se défend ensemble, pas les uns contre les autres, pas les uns à côté des autres, vraiment ensemble défendre un mouvement social, un mouvement collectif, etc. etc. Ça, c'est la réponse un peu qui est pas parfaite, qui sera jamais parfaite, mais qu'on peut essayer de construire avec les gens, en se disant, bon, on est avocat, mais attention, on n'a pas le Saint Graal, on n'a pas un bouclier particulier, on n'a pas tout ça dans les mains, on doit construire ensemble, avec les gens qui sont interpellés, avec les gens qui sont en situation difficile, avec les gens qui sont comme ça. Ça, on a proposé de le faire, il existe, ce réseau existe, ce réseau d'avocats existe, il y en a d'ailleurs pas mal de confrères dans la salle aujourd'hui qui sont là, qui font exactement la même chose que moi dans ces cas-là. Il y a après l'autre volet, j'ai encore un peu, ça va, il y a l'autre volet parce que c'est quelque chose, j'ai été très sensible à cette écoute des témoignages de la table précédente, des gens de l'Assemblée DPC, des différents collectifs qui sont constitués à l'occasion d'un assassinat policier, enfin d'un meurtre par la police de quelqu'un. C'est l'autre chose, c'est quand on n'est pas cette fois-ci prévenu ou quoi, mais quand on est victime de violences policières. Et là, j'avoue que c'est plus compliqué encore. Je trouve que c'est encore plus compliqué. Qu'à chaque fois que j'ai été confrontée à ça, et pourtant, j'ai très rarement eu des histoires vraiment très graves, et même sur des passages à tabac en manif
qui ont des conséquences en termes d'ITT, mais seulement en termes d'ITT, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de meurtre, qu'il n'y a pas eu de conséquences catastrophiques. C'est déjà hyper difficile. Ils l'ont dit, leur point commun tout à l'heure à tous, c'était l'expertise. Voilà. Sur les affaires vraiment graves, c'est l'expertise. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir recours à des experts extérieurs, il faut toujours chercher à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il faut être, et c'est de la même manière que quand on est prévenu, hyper actif en fait. Il faut se saisir soi-même de la question pour pouvoir construire la chose avec l'avocat, aller chercher ailleurs, aller chercher un expert. Alors c'est toujours la même chose, et c'est parler le langage de l'expertise, c'est aussi parler le langage de l'ennemi, clairement, puisque la justice veut son expert, et ben, donc il faut aller chercher le nôtre, et ça va être expertise contre expertise, et tout ça, c'est un langage qui est très particulier, qui est celui de la justice, mais on voit très bien que là-dessus, c'est assez terrible, et c'est vrai que parfois, les collectifs, là, tout à l'heure, ils ont des avocats, et pourtant, malgré ça, voilà, l'avocat, il est aussi confronté à ça, parfois, il n'a plus de bras, il n'a plus de jambes, il n'a plus rien pour... parce que l'institution, on ne peut pas tout en attendre. Voilà. On entend souvent dans ces collectifs, ils s'appellent souvent justice et vérité. C'est très particulier de se demander, c'est très important en fait de se demander quand on est militant, quand on peut être confronté à la police et à la justice, quelle est mon attitude face à ça, qu'est-ce que j'attends de cette justice. À un moment, on n'en attendra plus rien. Il y a beaucoup de gens qui n'en attendent déjà plus rien, où on ne fait que de se défendre sur les faits, où on le voit, etc. Parce que voilà, c'est devenu très très rare, les gens qui viennent dire j'assume mon acte, maintenant j'assume cet acte et je fais une défense politique qui est venue plonger, qui était la grande défense de rupture. Voilà, on ne sait plus quoi en attendre en fait, à un moment effectivement. Et je crois que quand on est victime de violences policières, c'est encore pire, parce qu'on met des années parfois. Enfin, je veux dire, j'ai justement les quelques dossiers là, j'ai quelques dossiers qui arrivent à l'audience. Il y a eu des faits de 2014, ceux qui arrivent à l'audience là en mai, c'est des faits de 2012. 2012, et c'était quelqu'un blessé au cours d'une manif, et tout était clair dès le départ, la scène a été filmée, etc. Si vous avez la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire si à la place de mon client vous mettez un policier et vous mettez des gens autour, c'est la comparution immédiate en deux. Ça ne fait pas un pli. Et là, il a fallu passer. La plainte a été perdue 2 fois, j'ai dû la redéposer 2 fois. Le dossier a été enterré avec une enquête qui a duré des plombs. On a fini par saisir le juge d'instruction, qui a perdu la première audition de partie civile, qui nous a reconvoqué 1 an plus tard, qui nous a dit que l'enquête qui avait été faite par le procureur avait été perdue. Enfin, c'est pour des violences qui ne sont évidemment pas graves, je veux dire, pas mortelles, il n'y a pas eu de mutilation, il n'y a pas eu de ça. C'était une ITT d'une dizaine de jours, quelque chose comme ça. La personne avait été frappée à terre, on lui a volé sa caméra, tout ça. C'était des faits qui étaient quand même assez simples. Voilà, on a mis 7 ans pour arriver devant un tribunal. Donc, là-dessus, j'avoue que on n'a pas de... Il n'y a pas de réponse à un moment de l'institution judiciaire et en comparution immédiate avec des jeunes, notamment qui rentrent dans la mauvaise case, voilà, le jeune de quartier populaire, 20 ans, qui n'a pas de boulot, qui n'a pas de formation, etc., qui lui est accusé au cours d'un contrôle policier de violence, rébellion, etc. Vous avez des dossiers, mais je veux dire, qui ne reposent sur rien, il n'y a pas d'élément objectif. Il y a le PV qui est rédigé par le policier qui se prétend frapper, le PV de son collègue qui se prétend également frapper, les négations du prévenu, et c'est tout. Et vous avez des gens qui sont condamnés par un juge unique à des petites peines, et de mois. Ce qui veut dire que voilà, il y a une réponse pénale qui est même pas à la hauteur de... Enfin, vous voyez, si c'était vraiment... on décrit parfois des violences aussi graves qu'on se dit, si c'est vraiment ça, dans ce cas, il y aurait une peine plus importante. Mais non, c'est de couper la poire en deux, on met une petite peine de prison avec sursis ou aménageable, comme ça la personne ne fera pas appel. On a parfois aussi ces réponses-là, qui sont vraiment dégueulasses. On n'imagine pas, par exemple, je fais souvent la comparaison, j'en parlais ce matin d'ailleurs avec un confrère, de dire une femme battue qui arrive chez les policiers, qui dit je suis battue, qui n'a pas un seul certificat médical, qui n'a pas une seule marque sur le corps, et qui est donc conjoint ça passera jamais devant le tribunal, par exemple. C'est que pour les policiers que ça passe. C'est ça qui est... Le constat est là-dessus ahurissant en matière de violence. J'avoue qu'on peut
imaginer tout ce qu'on veut, les recours aux experts, etc., etc., il y a un moment où, effectivement, il y a un problème entre le lien police-justice.